BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous, 19h30, nous sommes bien le lundi 8 juin 2026 et nous sommes bien en plein keynote d'Apple. Vous le savez, cette soirée va être totalement dédiée à cet événement, la WWDC que nous vous faisons vivre chaque année. Voilà, ça arrive toujours début juin, c'est Apple qui convoque tous les développeurs mais aussi la presse mondiale pour faire découvrir les nouveautés du constructeur pour les semaines et les mois à venir. Et autant vous dire que cette keynote va avoir énormément de conséquences sur l'avenir d'Apple, puisqu'on attend beaucoup, notamment du côté de l'intelligence artificielle, on va dire le maillon faible en ce moment, du côté de la marque de Cupertino. On va en parler ce soir, on va vous faire vivre cette conférence des développeurs qui a commencé il y a pile 30 minutes sur BFM Business dans Tech & Co. En tous les cas, merci d'être avec nous, que ce soit à la radio ou à la télé. Bienvenue pour ce Tech & Co spécial Keynote Apple. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Avec sur le plateau ce soir Frédéric Simotel qui est là. Salut Fred. Bonsoir à tous, salut François. Et oui, on est en train de vivre cette keynote en même temps que nous étions en train de préparer cette émission. Julien Villeray est avec nous aussi. Salut Julien. Bonsoir François. Directeur d'innovation chez EDF et on va dire fin connaisseur de l'actualité tech et d'une manière générale, peut-être plus précise encore, l'actualité Apple que tu suis au quotidien. Assidûment. Et Didier Sens est avec nous. Salut Didier. Salut François, salut tout le monde. Voilà, journaliste spécialisé dans la tech et qui connaît bien aussi l'écosystème Apple. Voilà, c'est une belle soirée que nous allons vivre ensemble, en tous les cas, je l'espère, jusqu'à 21h, puisque, voilà, depuis 30 minutes, Apple a commencé les hostilités avec cette keynote. On va revenir, bien sûr, en temps réel sur les annonces. On attaque à peine au moment où on vous parle. Le morceau le plus intéressant, on va dire, c'est l'intelligence artificielle. Le plus attendu. En tout cas. Voilà, on attend que en fait, l'équipe des managers d'Apple déroule tout ça pour vous raconter ce qui se passe. Mais peut-être revenir dans le contexte de cette soirée et de cette keynote qui est un peu particulière, Julien, parce que, alors bien sûr, elle a lieu chaque année, mais cette année, elle est attendue pour beaucoup de raisons. La première, c'est que Apple doit montrer qu'ils ne sont pas à la ramasse dans le domaine de l'intelligence artificielle, qu'ils peuvent même rattraper leur retard. Et puis surtout, c'est aussi sans doute la dernière keynote de Tim Cook. Oui, Apple a connu une humiliation, une vraie, profonde humiliation il y a 2 ans. Ils ont annoncé de grandes fonctionnalités IA, ils n'ont pas réussi à les dérouler et ils n'ont pas réussi à les corriger pendant 1 an, pendant 2 ans en fait. Ça fait 2 ans qu'on les attend. Donc ce soir, évidemment, tout le monde a les yeux rivés vers Cupertino. Vont-ils réussir dans les annonces, encore une fois, après on verra dans la réalité évidemment sur les appareils, mais à délivrer ce qu'ils ont annoncé il y a 2 ans. Donc ça, je ne pense pas qu'Apple aime beaucoup être humilié publiquement. Ils se sont humiliés publiquement. On va voir s'ils arrivent à corriger ça. Mais parce que, juste pour revenir à ce qui s'était passé, on était à la limite du mensonge de ce qui avait été annoncé il y a 2 ans. En tout cas, ils ont promis des choses qu'ils n'ont pas tenues. Et ça n'est à peu près jamais arrivé chez Apple. C'est arrivé 1 ou 2 fois, on a 1 ou 2 exemples, mais c'est absolument rarissime parce que Apple, justement, fait partie des rares boîtes tech qui dit toujours « Moi, je n'annonce que des choses qui sont absolument certaines. Je ne fais pas de vaporware, je fais des grandes annonces et qui ne délivrent pas. » C'était en tout cas leur fierté, c'était de dire que nous, on délivre toujours. Ben là, ils n'ont pas tenu du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Ils ont complètement raté le coche, tant et si bien qu'il y a même eu des class action aux États-Unis. Apple a été... condamné symboliquement, c'est quand même 250 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, mais finalement, par rapport à ce que représente Apple, c'est rien du tout. Il y a des utilisateurs qui ont attaqué Apple pour dire tout ce que vous nous avez promis n'est pas arrivé. Oui. Ce qu'ils ont promis, y compris dans des publicités télévisées. Bien sûr. Ils avaient fait des publicités télévisées sur ces fonctions qui ne sont jamais sorties. Et en parallèle, effectivement, c'est un peu la fin de règne de Tim Cook et on peut imaginer que Tim Cook n'a pas envie de partir sur cette image un peu négative. Et donc, ce soir, c'est un peu le moment pour lui aussi de dire « Je laisse entre les mains de John Ternus, le futur PDG, un Apple qui est bien positionné, y compris sur le sujet le plus chaud du moment, qui est celui de l'IA, en tout cas de l'IA pour les utilisateurs. Là, on ne parle pas de l'IA au sens des meilleurs modèles, très techno, etc. On parle d'une IA à la Apple, c'est-à-dire utilisable par tout le monde et, si possible, personnalisée, puisque c'était ça la promesse. C'est
l'appareil Apple, c'est un appareil personnel, et donc je vais vous offrir une IA qui est personnelle, qui vous connaît, qui comprend vos documents, qui connaît vos mails, et donc qui est capable de s'adapter à la personne. On va voir s'ils arrivent à le délivrer. Et qui ne partage pas, évidemment, toutes ces données de vie privée. Façon, effectivement, parce que ça reste quand même aussi... On va voir si ils appuient toujours autant là-dessus, puisqu'on sait qu'ils ont passé un accord, en tout cas, un partenariat avec Google Gemini, qui n'est pas, on va dire, comment dirais-je, le premier cheval en matière de confidentialité des données. C'est leur modèle économique, donc, mais peut-être qu'Apple, et sans doute qu'Apple a trouvé une parade à ça. Ce qu'Apple a dit quand ils ont annoncé le partenariat avec Gemini, c'est qu'ils ont acheté le droit d'utilisation du modèle de Gemini sur leurs installations à eux ou sur des serveurs de Google qui sont séparés. Donc, a priori, le modèle ne sera pas le modèle utilisé par Google qui va s'entraîner lui-même sur les données d'utilisateurs. Mais bon, on va voir ce qu'ils annoncent ce soir. Pour l'instant, on n'y est pas. Fred, on s'en souvient en plus, il y a 2 ans, lors de cette première keynote WWDC, Apple avait annoncé aussi que les prochains iPhones auraient des puces dédiées à l'intelligence artificielle. Oui, c'est-à-dire qu'il y aurait des fonctionnalités qui tourneraient dans le téléphone. Là encore, on ne peut pas dire que ce soit un véritable succès. Enfin, je ne sais pas, peut-être que vous qui nous écoutez ou regardez êtes un aficionado de ces fonctions, mais en général, elles passent plutôt inaperçues. Les résumés de mails, les résumés des notifications, qui parfois sont de temps en temps, on voit l'écran qui s'allume un peu, on se demande un peu pourquoi. On ne sait pas pourquoi, mais parce qu'on appuie sur le bouton au mauvais endroit. Non, en fait, peut-être que la keynote de 2024, c'était celle d'aujourd'hui, en fait 2 ans avant, donc ils avaient beaucoup d'avance, je dis ça en plaisantant, mais voilà, parce qu'aujourd'hui, alors ça y est, ils ont commencé à annoncer des choses. Alors, on parle de Google, c'est quand même... pour tous ceux qui suivent Apple depuis longtemps, se retrouver sur une keynote et tout d'un coup entendre parler de Google, non pas comme un concurrent, mais comme un partenaire, notamment pour un domaine aussi important que l'IA, on s'y attendait évidemment, parce qu'on en parle depuis des mois, et puis Google Gemini l'avait confirmé, je crois, au mois d'avril. Là, en ce moment, on a Mike Rockwell. Mike Rockwell, c'était l'artisan du Vision Pro qui a repris en main toute la partie IA, et donc ça y est, donc il y a un Siri AI, il l'appelle comme ça, Siri AI. Alors, il est toujours... Il faut toujours dire dis Siri, enfin il faut appeler Siri pour lui demander des choses, et ils sont en train de présenter, alors certainement avec... tout ça, on le sait un petit peu, puisque vous savez, il y a beaucoup de fuites avant ces conférences, donc on sait qu'il va être plus conversationnel, il va être un peu plus rapide, il va y avoir un meilleur design et tout ça. Mais voilà, on attend beaucoup de ce Siri. Maintenant, ce que l'on va voir, c'est qu'on va avoir, selon moi, on va avoir une IA assez simple qui sera exécutée sur l'iPhone, on aura une IA intermédiaire qui sera exécutée sur le private cloud de compute d'Apple, et puis dès que ça va être du raisonnement un peu complexe, et bien là, on bascule sur Gemini, voire sur ChatGPT, parce qu'il pourrait travailler aussi avec ChatGPT. Didier, alors tu suis avec je regarde d'intérêt la keynote. Je regarde notamment la démonstration de Mike Rockwell et je me dis, c'est exactement ce qu'aurait dû faire Siri dès le départ. Siri, dis Siri, quand a lieu le concert de mon artiste préféré? La réponse arrive, ok, peux-tu me réserver une place? Oui, va sur tel site ou paye ou peu importe. Ah oui, donc on est vraiment dans le scénario un peu Alexa Plus, quoi. Oui, c'est ça, voilà. On est dans une intelligence artificielle qui rend service pour de vrai et qui comprend ce qu'on lui demande. En plus, ce qui est intéressant, c'est que l'on a l'aspect multimodal, donc l'IA est capable de reconnaître des sons, des images, il peut même reconnaître ce qui s'affiche à l'écran, ça c'est plutôt pas mal. Il peut générer des images, donc on est dans une IA moderne, qui effectivement fait oublier toutes les errements de Siri de ces dernières années. Et puis avec l'accent Apple qui est la privacy, le respect de la vie privée, le fait de faire fonctionner la majorité des requêtes en local pour éviter que ça parte dans le cloud. Et sinon, quand ça part dans le cloud, ça part sur une architecture qui est complètement indépendante, qui est signée Google, mais qui n'a rien à voir avec une exploitation par Google. Donc c'est plutôt encourageant. On a envie d'essayer, évidemment. Il a une nouvelle voix. Ils disent une nouvelle voix bien plus réaliste, moins robotique qu'avant. Là, c'est ce qu'ils sont en train de... Alors, si c'est la même que celle de ChatGPT qui fait des E toutes les 2 minutes, pitié, non.
Alors, tu parlais de Mike Rockwell. Mike Rockwell, c'est un personnage intéressant. Il est fraîchement arrivé dans le département IA de chez Apple. Avant, il s'occupait du Vision Pro. C'est un peu la star. C'est un peu une des grandes stars produits d'Apple qui est réputée pour délivrer. C'est-à-dire, c'est celui à qui on donne le truc impossible et qui va délivrer. Sur le Vision Pro, c'était le cas. Alors après, on peut dire à la fin, le produit se vend mais pas. Il a réussi à sortir un produit. On lui a dit, sors-moi ce machin dans les temps. Il a sorti le truc dans les temps et qui a reçu plutôt un accueil critique favorable. C'est-à-dire que le produit est propre, fonctionne bien. Et donc, ça a été un peu... il s'est positionné, en tout cas, la rumeur d'un article récent de Gurman expliquait que c'est lui qui, finalement, a demandé, dans une réunion qui réunissait tous les grands patrons, les grands pontes d'Apple, qui a dit, moi, si vous me le donnez, je vais vous résoudre le problème. Et donc, a priori, on lui a donné. Et est-ce qu'il a résolu le problème, encore une fois, on le verra dans la réalité. Mais en tout cas, c'est lui qui est mis en avant aujourd'hui pour présenter ce produit. Ce qui est amusant, d'ailleurs, pour l'anecdote, la personne qui a présenté cette Apple Intelligence Siri nouvelle génération il y a 2 ans est en fait partie d'Apple et elle vient d'intégrer OpenAI. Comme quoi. Comme quoi. C'est un petit monde aussi. Oui, c'est vrai. Surtout dans le domaine de l'IA, qui nécessite, Fred, un savoir-faire quand même particulier. Il faut savoir entraîner tout ça et délivrer. Parce que là, pour Apple, en plus, ils ne peuvent plus se permettre de faire une erreur. Et puis, il faut voir que chez Apple, la culture du matériel a toujours été très prenante. Et l'IA, alors évidemment, il y a une partie matérielle, mais il y a une forte partie logicielle. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de batailles au sein d'Apple, au sein des laboratoires, parce qu'il n'y avait pas qu'un seul laboratoire d'IA, il y en avait au moins 2, avec des équipes qui non pas qui tirent la bourre, mais qui essaient de partir, ceux qui essaient de développer Siri, ceux qui essaient de développer l'IA d'une façon, une IA plus classique. Donc il y avait cette bataille-là. Et puis, on le répète toujours, et je le répète à nouveau, Apple, ce sont les ingénieurs du matériel qui ont le dernier, ou du design qui ont le dernier mot. Et les gens du logiciel, ça en a des plus certains. Il y en a beaucoup qui sont partis, donc ça a freiné aussi tous ces développements. Et il fallait enfin quelqu'un qui arrive pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, parce qu'on parle de la techno, mais avant tout, derrière, c'est des ingénieurs, c'est des équipes, c'est des process et tout ça. Et ça a mis du temps à un peu se caler. D'ailleurs, sur le sujet du software, juste pour dire, c'est intéressant, la première demi-heure, en gros, il y a les premières 20 minutes du keynote, ils ont fait qu'une chose, c'est dire... Rassurez-vous, toutes les petites difficultés, les petits problèmes, le nouveau Liquid Glass, tout ça qui était quand même pas complètement cuit, quoi. C'était un peu cuit parfois. Qui était arrivé avec les précédents iOS. Exactement. Et qui était aussi une refonte de design. De design, mais même dans les système. Applis, on avait quand même, il faut être honnête, ces dernières années, moins de fluidité. Le It Just Works, c'est-à-dire ça marche. Apple, c'était quand même connu pour ça. Oui, c'est ça. Quoi qu'il arrive, ça marche. Force. Ça marchait plus quand même toujours très, très proprement. Et là, donc, ils ont commencé un peu par faire un reset, en fait. Pour le public sur ce sujet du logiciel en disant là, on s'est concentré là-dessus. Pendant 20 minutes, ils nous ont expliqué que cette fois-ci, ça va être vraiment nickel propre. Ils ont tout nettoyé et la base est saine. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que je pense que sur le software, ils essayent en tout cas d'installer l'idée que c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle base. Oui, et puis ils sont beaucoup dans le contexte. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on était habitué à des assistants conversationnels à qui on pose une question, on a une réponse. Voilà, c'était ça. Et aujourd'hui, on peut contextualiser. C'est-à-dire, je suis en train de regarder mes mails et je vais dire, tiens, je vais, visiblement, d'après ce qu'ils disent, mais ça a l'air de fonctionner. J'imagine que là, ils vont pas mentir quand même sur les démos, mais de dire, tiens, retrouve l'un de mes mails de Didier et retrouve l'adresse à laquelle on devait se retrouver et quel jour, je ne sais plus. Et il va aller chercher, il va contextualiser tout ça. Il va même dire, je vais pouvoir te glisser ça vers te sortir les 3 derniers mails, voir le sujet sur lesquels vous deviez vous voir, voire même mettre le rendez-vous déjà dans le calendrier. Donc on voit, ça y est. Oui, c'est ce que je disais. Quand je disais que c'était une IA moderne, c'est effectivement ça. Elle est multimodale et elle est aussi pratiquement agentique. Oui. C'est-à-dire qu'elle est capable d'intervenir sur une quantité d'applications qui sont dans le logiciel et notamment elle a accès à toutes les données. Et comme c'est Apple, c'est-à-dire on est dans l'écosystème fermé d'Apple, on peut confier, on comprend que les clients peuvent confier l'accès à leurs données à cet assistant dans la mesure où il n'y a pas, a priori, il n'y aura pas de fuite vers l'extérieur. Et ça, je crois que d'un point de vue marketing, c'est quand même une vraie valeur ajoutée parce qu'aucun autre fabricant de téléphone ne peut faire ça. Si on utilise Google, Gemini, ça va partir sur Google. Si on utilise ChatGPT, on sait très bien que ça va servir à l'entraînement de ChatGPT. Claude, pareil, etc. Tandis que là, ce qui est sur l'iPhone reste sur l'iPhone et toutes les interactions sont menées en privé, dans cette espèce de bulle qu'est l'appareil Apple qu'on utilise. Alors, évidemment, toute l'équipe d'Apple a bien expliqué que
dans la sphère de l'intelligence Apple, il y a donc la brique Gemini, mais ils ne disent pas encore, alors à moins que j'ai peut-être pu rater ce passage-là, mais ils n'expliquent pas à quoi sert vraiment Gemini dans le nouveau Siri. Alors, à ma connaissance, c'est vraiment leur modèle de fondation. Ouais, oui, c'est la vraiment, fondation. c'est le modèle qu'ils raisonnement, utilisent pour Donc il sera l'intégralité du partout, en raisonnement. fait, il est partout. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, pendant la vidéo qui est en train de se dérouler, les démos sont faites en temps réel. Il n'y a pas de trucage visiblement, il y a des petits temps de latence, etc. On voit que ça a été filmé depuis une caméra qui est devant le téléphone. Tu y crois ou pas? Alors, enfin, oui. est-ce que... Encore une fois, ils se la sont dernière fois, il nous a fait le coup aussi. Hein. Il nous avait présenté une démo de leur Apple Intelligence Oui, mais je qui pense était que justement, ils magnifique. se sont tellement brûlés les ailes la dernière fois que je pense que là, ils veulent tout faire pour donner l'impression que le truc fonctionne et réel, en conditions réelles. Et puis c'était enregistré, donc tu prends pas. Et de toute façon, c'est enregistré. Donc voilà, on peut le si ça refaire marche pas, autant qu'on veut. Robert, on peut la refaire s'il te plaît? Oui, refaisons-la. N'oublions pas que cette conférence s'adresse aux développeurs. Donc les développeurs, ce qu'ils veulent, c'est connecter leurs applications à Siri, c'est rendre leurs applications pilotables par les agences et utiliser certains modèles d'Apple Intelligence. Donc si dès ce soir, la mise à jour... La bêta sera disponible ce soir. Ils ne vont pas y accéder, ça va vite râler. Donc il y a intérêt que ça marche. Oui, il y a une question quand même que je me pose, mais je crois qu'on est beaucoup à se la poser, c'est est-ce que ce sera disponible pour les Européens tout de suite ou pas? Puisqu'on sait que toutes les avancées d'Apple dans l'IA, enfin jusqu'à présent, est-ce que c'était les avancées? Je ne sais pas, mais en tout cas, les produits IA d'Apple étaient plutôt réservés au marché américain et en tout cas en dehors de l'Europe pour des questions autant de régulation que de politique, on va dire. Est-ce que ça va être le cas de ce nouveau produit? Parce que sinon, ça veut dire que les annonces de ce soir pour les Européens sont un peu creuses, parce que par définition, ils ont annoncé à peu près que ces nouveaux produits autour de Siri et de l'IA, donc on va voir. Oui, enfin, de l'autre côté, ils ne vont pas non plus se priver de 20% de leur marché, quoi. Je suis curieux de voir, justement. Ouais, ce serait intéressant. Donc, ça risque je vous de rappelle prendre du qu'Apple temps. Intelligence, la précédente version qui ne servait pas à grand-chose, a mis du temps avant d'arriver elle a mis chez du nous, temps hein. avant d'arriver chez nous. Elle avait été il est lancée... toujours pas entièrement... elle avait été lancée en septembre aux États-Unis. Je crois qu'elle était arrivée en mars d'après. Plus de 6 mois. C'est pour ça que je me pose la question. On va voir. Peut-être, je pense qu'ils vont le dire dans quelques minutes, mais est-ce qu'on aura toutes ces briques IA aussi rapidement qu'aux États-Unis? J'en doute fort, à mon avis. Il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est la dictée qui va être améliorée. Alors là, franchement, s'ils arrivent à améliorer la dictée de l'iPhone, ça serait quand même hyper cool, parce que je sais pas vous, mais chez moi, la dictée me raconte n'importe quoi. Elle m'invente des mots, elle me ponctue, elle me rajoute des virgules à des endroits où il y en a pas. C'est un peu n'importe quoi. Et visiblement là, et on le voit, c'est vrai que l'IA générative, en termes de dictée aussi, apporte beaucoup plus de fluidité, de pertinence dans tout ce qu'on dit. On va voir si effectivement ça fonctionne. C'est devenu assez facile de faire de la dictée qui fonctionne mieux grâce effectivement à l'IA générative. Moi, à titre personnel, là, c'est très égoïste. Ce que je voudrais, c'est aussi un clavier qui autocorrige de façon intelligente. Oui, c'est vrai. L'autocorrection du clavier iPhone est un enfer, c'est un calvaire absolu. On a tous envoyé des messages aux uns et aux autres avec des mots vraiment désagréables, alors que c'était pas du tout ce qu'on voulait faire. Mais ça, pour tout ça, je pense qu'un modèle comme Gemini et probablement des modèles internes d'Apple qui vont s'améliorer, ça devrait quand même aider. Mais je pense que le côté, je suis en train de regarder, je pense que le côté personnel contexte, là, d'avoir vraiment, de pouvoir tout contextualiser, il va rédiger des brouillons de mails, des choses comme ça. On a l'impression, on va chercher, on va lui dire retrouve-moi la photo. Ça va vraiment être l'assistant tel que, de ce qu'il présente, ça va vraiment être l'assistant tel qu'on peut l'imaginer. Visiblement, ce Siri AI sera disponible sur l'iPad aussi, sur la montre. Donc, et il y aura une appli dédiée, ce que je viens de voir. Ce ne sera pas seulement une fonctionnalité. Ah d'accord, ok. Système. Il y aura une appli iOS, iPad et Mac. Et apparemment, quand on utilise l'appli, on peut récupérer les conversations d'un device à l'autre sans avoir besoin de faire des transferts, etc. Synchronisé, oui. Pour l'instant, seul Gemini a été intégré dans ce Siri, parce que c'est vrai qu'on murmurait que finalement Apple pourrait s'ouvrir en fait à toutes les IA et qu'on pourrait choisir en fait l'intelligence artificielle qu'on voulait pour avoir les réponses de notre service préféré. La rumeur, en fait, disait deux choses en parallèle. C'est que Gemini resterait le modèle de fondation de base de Siri. Donc ça serait vraiment fermé, entre guillemets. C'est vraiment le modèle Apple, Google. Et en plus, on pourrait effectivement plugger via une API, d'autres modèles pour certaines fonctionnalités de recherche plus lointaines. Plus pointues, on va dire. Etc. Donc a priori, ce serait un peu les deux. Parce qu'encore une fois, le Gemini, tel qu'il a été acquis, la licence a été acquise par Apple, c'est vraiment un modèle qui est fait pour Apple. Même si c'est évidemment, ça repose sur le modèle de Gemini. Visiblement, il y a une chose aussi, ce qu'ils appellent le tâche multi-étape.
C'est-à-dire qu'on peut poser plusieurs questions. Et il va nous préparer, il va ouvrir les applis, et il va répondre directement pour chacune des questions, alors qu'avant on était un peu mono, il fallait passer. Là, on peut poser 3-4 questions, il va les retenir, puis il va nous donner les réponses ou nous orienter vers les bonnes applis. Voilà, l'IA arrive aussi sur Vision OS 27. Bon, je ne sais pas trop qui va l'utiliser, mais en tous les cas, il sera disponible. Pour récapituler ce qui a été annoncé depuis maintenant 50 minutes, Julien, Didier et Fred, première 20 minutes, Apple est la plus belle des boîtes, etc. Tout va bien. Enfants. Etc. On a fait le ménage. Alors oui, on a fait le ménage. On a revu avec iOS 27 toute on va dire l'ergonomie et le design en fait de l'application, en tout cas du système d'exploitation, pour que il n'y ait plus toutes ces, on va dire ces égarements avec notamment les affichages qui peuvent être parfois trop transparents. Enfin voilà, ils reviennent sur le liquide gas qu'ils avaient lancé. Ça paraît anodin, mais ça permettra peut-être une meilleure lecture de tout ce qu'on fait. Ils annoncent aussi des applis beaucoup plus rapides. D'une manière générale, un OS beaucoup plus rapide qui sera même plus rapide jusqu'à l'iPhone 11. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous avez un iPhone 11, vous allez pouvoir installer cet iOS 27. Ça, c'est plutôt cool. Ils annoncent aussi quelques petites... moi, je suis content qu'ils aient annoncé, par exemple, sur les AirPods, un equalizer. C'est tout bête, mais vous allez pouvoir avoir un vrai equalizer sur les AirPods, ce qui était un truc qui était impossible à avoir, en fait. C'est dingue, hein. Ils ne voulaient pas. Mais maintenant, ça bouge. Donc ça, c'était les premières minutes. D'ailleurs, c'était là-dessus, juste pour appuyer sur ce point, ce qui est très intéressant dans le discours qu'ils ont utilisé sur ces 20 premières minutes, c'était « on vous a entendu, vous nous avez demandé telle fonctionnalité ». C'est-à-dire qu'il y avait un côté... On est un peu plus ouvert à nos clients et à nos développeurs qu'on était par le passé. On avait quand même un point de vue qui était le nôtre, et puis vous vous adaptez ou pas. Là, il y avait quand même cette volonté de dire une forme d'humilité qui est probablement, encore une fois, liée au fait qu'ils veulent montrer cette fois-ci que ils vont y arriver. Mais voilà, j'ai trouvé plus d'humilité dans le discours. Est-ce que c'est on va dire un changement de cap lié au départ de Tim Cook pour donner une nouvelle dynamique en fait à Apple avec un nouvel incarnant, ou est-ce que finalement c'est pour faire peut-être oublier on va dire toutes les erreurs qui ont été faites ces 2 dernières années concernant l'IA? Mon avis est plutôt cette deuxième option, mais on verra. Non, parlons des personnes aussi. Pour l'instant, on a eu juste une Tim Cook qui a lancé la conférence. Assez ému d'ailleurs, visiblement. Et derrière, il y a tous les défilés. Enfin, il y a Craig Federighi, notamment. Disponibilité. Il sera d'abord disponible en anglais. Voilà, ça c'est le trouble fait Didier Sens. On était en train de parler d'un truc sympa. Désolé. Tout va bien, on est là, il manque plus que les chips. Enfin bon, Didier les a toutes mangées, mais c'est pas grave. Et là, paf, tu nous dis que ça sera disponible qu'en anglais pour débuter. Et pas de date pour les autres non, ça, pays. je pense qu'ils vont en parler à la fin de la conférence. Mais pour l'instant, dans un premier temps, c'est disponible uniquement en anglais. Voilà. D'autres langues devraient toutefois vite arriver. Mais vite arriver, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je pense qu'on va payer cher la réglementation européenne et le DMA et le DSA. Et donc, je suis sur les personnels. Pour l'instant, on a tous les chefs produits. Oui. D'ailleurs, on a eu la patronne de santé que tu avais reçue ici sur ce plateau. Et on attend un peu la fin, voir s'il y aura ce passage de témoin. Est-ce qu'à un moment, il dira maintenant, je passe la main à John Ternus? Ça peut être un moment aussi important là, dans cette conférence. Pour l'instant, on assiste vraiment à tous les chefs produits, chefs designers qui présentent chacun leur partie. Mais avec Greg Federighi qui joue le rôle de Monsieur Loyal, il se promène dans les jardins de l'Apple Park. Mais ça aussi, c'est un petit élément qui va nous montrer... Moi, j'avais une petite question, peut-être que vous avez la réponse, mais on parle d'IA depuis tout à l'heure, donc Siri qui devient intelligent, avec lequel on va pouvoir avoir de vraies interactions, lui poser des questions et avoir des discussions assez longues. Visiblement, Siri arrive aussi à l'écrit, d'après ce que j'ai compris, via peut-être une app. Enfin, je ne sais pas comment ça va se passer. Une app type chatbot. Une app de type chatbot, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement... Siri AI, s'il te plaît. Siri AI, est-ce qu'à terme, ça ne peut pas faire de l'ombre en fait, à tous ces services IA dont on se sert au quotidien? C'est probablement, effectivement... C'est un peu l'idée. Parce que là, c'est gratuit, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est gratuit pour les utilisateurs d'Apple, moins qu'ils nous sortent un abonnement payant pour avoir accès à d'autres fonctionnalités. Mais imaginons que ça reste gratuit parce que c'est dans l'écosystème Apple, ça pourrait être peut-être un bon produit de substitution à ChatGPT+, ou à Gemini,
ou Claude. C'est probablement leur idée. Après, si on regarde le passé, on a vu ça va être Apple intéressant. Arrivant plus tard que d'autres. On l'a vu sur la musique, par exemple. On l'a vu sur même les photos. Ils n'ont pas forcément réussi à déloger le leader du marché. Sur la musique, Apple Music a une très petite part de marché par rapport à Spotify. Ils sont arrivés beaucoup plus tard. Pourtant, c'est intégré dans l'appareil, etc. Et c'est un très bon service en plus. Et c'est en plus un très bon service. Donc, on verra. Après, c'est vrai que là, Siri, c'est vraiment complètement intégré dans l'usage quotidien, si encore une fois, il connaît le contexte personnel, etc. Donc là, ils ont probablement une carte à jouer. Après, est-ce que ce sera gratuit ? Moi, j'ai du mal, mais on verra. Vu l'échelle à laquelle Apple opère, c'est-à-dire c'est des milliards d'appareils, enfin, c'est au moins 1 milliard d'appareils actifs. Est-ce qu'ils arriveront en termes d'infrastructure à rendre gratuit l'utilisation intense de ce service pour tous leurs utilisateurs ? Bon, je ne sais pas, mais et puis n'oublions ça coûte cher quand même de faire tourner ce genre de service. On est à la conf d'Apple, il y a tout le reste du monde qui fonctionne sur Android et sur d'autres plateformes. Non, mais ça va être intéressant de voir si Apple va essayer de charmer un maximum d'utilisateurs pour qu'ils restent dans la bulle et qui se servent au maximum de cette IA disponible et gratuite peut-être, ou est-ce que ils vont proposer des abonnements qui nous permettront d'avoir plus d'interactions. Mais ça va être intéressant de voir ça, parce que ça peut faire, à mon avis, du mal. Alors, à Gemini, mais c'est le coup de billard à 3 bandes, parce que finalement, ça serait l'arroseur arrosé, finalement, mais aussi à OpenAI et pourquoi pas Claude. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant. Petite fonction super intéressante là, en termes de sécurité, que je viens de voir. Si un mot de passe a été compromis sur un des sites, maintenant on a des alertes qui nous disent attention, votre mot de passe n'est pas sécure, il apparaît sur le dark web ou je sais pas quoi, etc. Et donc allez sur le service pour changer votre mot de passe. Et là il y a une fonction qu'utilise Siri AI qui permet de faire, il détecte quand le mot de passe a été compromis et il propose d'aller résoudre le problème automatiquement. Safari. Safari. Ouais. Et il va automatiquement changer le mot de passe sans qu'on intervienne dessus. Il va se connecter, etc. Mais il va nous le communiquer quand même, le mot de passe. Oui, mais il le garde dans son trousseau d'accès. Oui, dans son trousseau d'accès. Ouais. Moi, j'aime pas trop ça, parce que j'aime pas ne pas avoir la main sur mes mots de passe, en fait. Oui, mais quand tu te retrouves au bout du monde, t'as plus ton ordi ou t'as plus ton truc à côté de toi, t'es mal. Si t'as ton téléphone, il a gardé dans ton téléphone. Oui, mais t'as plus ta sauvegarde avec iCloud, t'as pas ton iPhone, tu retrouves pas ton mot de passe, finalement. Tu vois, moi qui suis par exemple sur PC, c'est un problème. Oui. Si je me log sur Facebook, par exemple, sur mon iPhone avec ce système-là, je vais être ennuyé. Il est fait pour que tu sois dans l'écosystème Apple. Évidemment. Bon, après, c'est vrai qu'il y a la double authentification qui arrive. Il y a une fonction marrante aussi dans Safari, c'est quand il peut nous tenir au courant quand un changement a lieu sur une page web. Sur une page web, on dit tiens, me prévenir quand cette page web va changer. D'accord. Et là, tu as un nouveau produit, tu attends. Ou les soldes, ou les trucs comme ça, c'est intéressant. Tu vois, de dire. Le prix baisse. Quand il y aura marqué bon plan, préviens-moi, et hop, on va dire me prévenir, ça y est, sur ce site, bon plan est bien indiqué. Alors, il y a beaucoup d'autres choses qui sont annoncées. Ce que je vous propose, il est quasiment 20h. On fait une petite pause. Et on revient avec Julien Villeray, Frédéric Simotel, Didier Sens pour vous faire vivre cette keynote qui se déroule actuellement à Cupertino, à l'Apple Park. On est en plein dans les révélations du prochain iOS et du prochain Siri notamment, qui devrait être visiblement beaucoup plus intelligent que le précédent. Vous restez là, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour du débrief de l'ActuTech en ce lundi soir. Un grand merci d'avoir choisi BFM Business et Tech & Co, la quotidienne. Vous le savez, on est là chaque soir du lundi au jeudi, 19h30, 21h pour commenter toute l'ActuTech. Et l'ActuTech ce soir, c'est indéniablement cette keynote WWDC d'Apple qui est en train de se dérouler sous nos yeux actuellement en direct depuis l'Apple Park. Et on essaie en temps réel de vous commenter ces annonces et de vous apporter notre humble expertise sur tout ce qui est annoncé. Ça fait 1 heure pile que cette keynote a commencé, toujours avec Julien Villeray, directeur d'innovation de chez EDF, Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business, et Didier Sens, journaliste tech. Je vous propose qu'on se focalise sur l'IA et qu'on fasse un point sur ce qui a été annoncé, parce que tu le disais pendant la pub, Didier, c'est assez réjouissant
ce qu'Apple est en train de présenter avec donc ce nouveau Siri. Oui, parce que le recours à l'IA générative, en fait, ça ouvre plein de perspectives. Pour l'instant, Apple était bloqué avec son Siri qui se contentait de tâches très élémentaires et qui parfois même échouaient. Là, on est vraiment dans un contexte qui permet de faire une quantité de choses, que ce soit sur iOS, sur Mac, sur iPad, pardon, etc., en utilisant les données qui sont sur l'appareil pour personnaliser les réponses et en apportant surtout des solutions à des problèmes concrets. On a vu par exemple que l'IA pouvait aider à gérer les onglets dans Safari, que ça pouvait résoudre le problème de mot de passe qui avait été compromis. Là, on est dans la partie où on a un générateur d'images. Alors moi, je suis plutôt partagé sur ces générateurs d'images parce que je trouve qu'il y a à boire et à manger dedans. Mais ça peut être fun pour les ados, ou ça peut même servir quand on a besoin d'une illustration sur un site web assez précise. Bref, on est dans une évolution qu'on attendait maintenant depuis 2 ans, depuis que Apple avait annoncé son Apple Intelligence et qu'il a malheureusement échoué. Là, on est vraiment dans le champ des possibles qui s'élargit avec une quantité d'usages qu'on attend tout simplement d'un appareil moderne qui va nous rendre service au quotidien en utilisant tous les outils qu'il a à sa disposition. Ouais, Julien, on a l'impression que Apple veut véritablement rattraper son retard et être au niveau des services d'IA qu'on a depuis quelques mois maintenant, que ce soit du côté de Gemini ou du côté d'OpenAI. Oui, c'est un changement de pied parce que jusqu'à présent, il disait nous, on ne fait pas de l'IA, on fait de l'Apple Intelligence. Sous-entendu, nous, on fait une IA différente qui est finalement celle que nous, on imagine être la bonne IA. C'était un peu ça leur discours ces 2 dernières années. Bon, là, clairement, ils font table rase de ce qu'ils ont dit jusqu'à présent. Là, effectivement, ils cherchent à remonter au meilleur niveau des usages, tout en expliquant qu'effectivement, ils le font à la Apple, c'est-à-dire facile à utiliser, et effectivement, avec un accent très fort mis sur l'interface, c'est-à-dire la capacité à aller utiliser de façon extrêmement simple et automatiser toute cette IA, alors qu'avant, il fallait se souvenir qu'il fallait appuyer sur tel et tel bouton pour que peut-être on ait une aide à écrire ou une image, ceci. Donc là, ils sont vraiment allés dans ce que eux savent faire. Encore une fois, moi, je suis très frappé ce soir par ce que les Américains, après, ils font un double down, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avec le dos de la cuillère, ils disent, voilà, ils balancent les fonctionnalités, on va faire des trucs extraordinaires que les autres ne font pas, etc. C'est-à-dire que vraiment, ils ont confiance dans ce qu'ils sont capables de délivrer. Donc, ça sera intéressant de tester les premières bêtas pour voir si vraiment le produit est à la hauteur de ce qu'ils annoncent. Parce Après, que là, ils y vont. Tu dis qu'ils annoncent des choses que les autres ne font pas. J'ai pas l'impression que les autres ne font pas tout ce que présente Apple aujourd'hui. En tout cas, dans le contexte, la capacité à tenir compte du contexte personnalisé de l'utilisateur. Ça, c'est les premiers à faire ça. Gemini ne fait pas ça. C'est les premiers à faire ça. Aujourd'hui, sur un téléphone Android, il y a eu les annonces de Google sur les dernières annonces Android. Mais aujourd'hui, le produit n'est pas sorti et ne le fait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Android actuels ne font pas ce que fait aujourd'hui Apple. Mais par exemple, ChatGPT le fait, tu vois. Il n'a pas accès à mes mails, il n'a pas accès à mes photos, il n'a pas accès à mon contexte. D'accord, excuse-moi, j'avais compris la mémoire de ce qu'on raconte. Non, il a la mémoire de ce qu'on raconte, mais il n'a pas accès à... Là, toi, tu parlais évidemment de tout notre écosystème personnel. Tout ce qui est dans mon téléphone. C'est ça. Quand on parle d'IA moderne, c'est ça. C'est ça la vraie et le tout en respectant de ce qui est le credo d'Apple, la vie privée, la confidentialité des données, etc. etc. Puisqu'il faut savoir qu'une grande partie de l'IA est gérée en local, et donc ça ne part pas vers le cloud, même si pour les requêtes un peu complexes, là, il y aura besoin du cloud. Mais c'est là où, ce que je disais tout à l'heure, c'est le personal context. Là. C'est ça qui, pour moi, c'est l'une des annonces importantes. Alors que l'on a, quand on a des agents sur son PC, voilà, on peut s'amuser à avoir son contexte personnel. Mais là, ça y est, on l'a sur son smartphone. Moi, il y a un truc, c'est que j'ai du mal à voir ce qui repose sur... alors, tout ce qui est raisonnement complexe, ça repose sur Google Gemini. Mais je me dis, là, est-ce que c'est un grand merci à Google de nous aider autant ? Ou est-ce qu'ils ont aussi leur propre modèle Et est-ce que Apple aura la transparence et l'honnêteté de nous dire, c'est la question que je posais tout à l'heure, est-ce que en fait, toutes ces fonctionnalités IA sont générées par Gemini, ou est-ce qu'il y en a certaines qui sont
dans le processeur de l'iPhone est généré par l'iPhone. Tu vois, il y a pas mal d'annonces sur la photo, notamment. Ouais. C'est typiquement, en général, c'est vraiment des IA locales. Ils appelleront ça Apple Intelligence. Ouais. Ils ont déjà dit, Oui. vraiment, pour eux, je pense qu'ils se sont vraiment fait violence pour dire qu'ils avaient licencié le modèle Gemini de Google. Ils l'ont quand même annoncé publiquement et ils l'ont redit dans la keynote. Je pense qu'ils ne vont jamais nous dire derrière quelles sont les fonctions locales, distantes, qu'est-ce qu'ils utilisent Gemini, qu'est-ce qu'ils utilisent leur propre modèle. Ils ont probablement pour objectif d'avoir leur propre modèle à terme, et en tout cas qu'ils soient de plus en plus appellisés, comme ils l'ont fait avec les puces, comme ils l'ont fait avec toutes les technologies cœur qu'ils utilisent. Leur objectif, c'est d'être propriétaires de leur propre technologie. Mais là, je pense que très clairement, ils ne vont pas nous raconter à chaque fois powered by Gemini, powered by... La question qu'on peut se poser aussi, c'est, là, on regarde ça d'un œil un peu emballé. On se dit, ouais, c'est génial, etc. Maintenant, rappelez-vous, les premiers modèles d'intelligence artificielle, quand on a commencé à l'utiliser... Tout le monde y aura droit, même les utilisateurs français. Alors, on parle de quoi, là ? On ne sait pas si c'est les photos, je pense. Je pense que c'est Greg qui a repris la parole. Alors, peut-être c'est pour l'éditeur de photos. À voir, ouais. Pardon. Alors, parce qu'en fait, Apple Intelligence, c'est pas Siri, visiblement. C'est pas pareil. Il y a Siri AI et il y a les fonctions générales. Et en fait, c'est Apple Intelligence. Non, mais Siri AI repose sur Apple Intelligence. Mais alors, ce qu'il a dit au début. Alors, pourquoi dit-il que ça sera disponible en français et pas Siri AI ? Bon, écoutez, on va clarifier. Ce que je trouve génial, moi, durant ces soirées, c'est qu'on n'a pas toutes les informations. Il nous faut souvent quelques secondes, voire quelques minutes pour bien digérer tout ça et essayer de ne pas raconter trop de bêtises. J'aimerais qu'on revienne aussi sur la maison connectée. Julien, tu l'as dit et tu as pris un exemple très sympathique avec ton fils. L'IA arrive aussi dans l'app maison connectée. Exactement. Et dans tout ce qui est IoT, qui est un sujet un peu en friche quand même chez Apple, parce que on voit qu'ils ont beaucoup communiqué il y a quelques années là-dessus, mais en fait, c'est pas, la copie n'est pas remplie, quoi, finalement. Elle est pas terminée. Ça avait stagné quand même pendant effectivement quelques années. Là, il semblerait qu'ils aient vraiment cherché à faire un saut grâce à l'IA et finalement résoudre... Ne sera pas disponible tout de suite dans l'Union européenne. D'accord. Siri AI ne sera pas disponible tout de suite dans l'Union européenne. Ah, donc... C'est peut-être disponible en français pour le Canada. Ouais, on est en train de... Il y a du flou. On va réfléchir, excuse-moi. Non, pas de souci. Et donc, les deux problématiques principales des fonctions maison chez Apple, c'était la complexité de mettre en place les automatisations. Or, la maison connectée, ça n'a d'intérêt que si on automatise, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et l'autre, c'était la capacité d'aller interroger son installation en temps réel. Et je prenais l'exemple off du fait que, voilà, moi qui regarde de temps en temps mes caméras pour voir si mon enfant est rentré, par exemple, du lycée, eh ben, je pourrais visiblement poser la question simplement en langage, à quelle heure est rentré Oui, parce qu'il analyse les vidéos. En fait, il analyse en temps réel les vidéos, il peut me dire est-ce que le chat est allé manger ce matin, etc. Donc on va pouvoir interroger finalement le contenu vidéo de sa maison. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. C'est un usage, là aussi, assez intéressant d'un contexte privé, personnel. Moi, je veux surtout pas que mes vidéos de ma maison, elles aillent sur des serveurs qui ne sont pas protégés. Et voilà. Par contre, pouvoir l'interroger en langage naturel, c'est intéressant. Ouais, ça c'est pas mal. Et on verra si bientôt arrivera ce produit fait pour la maison connectée. On parle, je vous rappelle, d'une espèce d'iPad avec une enceinte. Un écran. Voilà, un HomePod un peu boosté aux amphétamines, un peu comme un Echo Show finalement de chez Amazon, qui serait un peu le carrefour de cette IA dans la maison, finalement. Et pour l'instant, la rumeur dit que le produit est prêt depuis très longtemps, mais que comme l'IA performante d'Apple a 2 ans de retard, ils ont gardé le produit dans les cartons le temps que Siri AI nouvelle génération sorte. Oui, pour bien comprendre, Apple AI, en gros, c'est le moteur. Et Siri AI, c'est la voiture, quoi. C'est l'un des véhicules qui utilise ce moteur aujourd'hui. Et là, je suis allé rapidement là, sur des blogs de développeurs. Ils disent quand même que Apple AI, ça repose bien sur du Google Gemini. Beaucoup de Gemini. Ouais, beaucoup de Gemini et tout ça. Voilà. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, si ça répond à toutes les fonctions dont on parle, et s'ils sont arrivés à un accord commercial, technologique et tout ça, c'est l'utilisateur Apple qui sera heureux. Donc... Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas abordé ce point-là, qui est la possibilité, 1, que ça bug, et 2, que ça hallucine. On en est encore à un stade dans l'intelligence artificielle, et notamment l'IA générative, où on n'a pas résolu ce problème. Même si ça s'améliore régulièrement, il y a des moments où on obtient une image qui n'a rien à voir avec celle qu'on a demandée, où la biographie de Victor Hugo peut dire n'importe quoi, pour prendre un exemple célèbre. Donc...
à voir si Apple résout le problème, parce que je pense que la fiabilité de son IA sera aussi un facteur essentiel de son adoption par la majorité des gens. Si Apple Intelligence Siri AI fait tout ce qui a été décrit pendant cette conférence, qu'il est en plus sécure et qu'en plus il est fiable, alors là c'est pari gagné. Ouais. Apple est en train de, je lis des choses, ils sont un petit peu en train de renoncer à un monde fermé, hein, parce qu'il s'ouvre de plus en plus Xcode qui permettra de vibe coder, donc c'est pouvoir coder un peu presque en langage naturel. Pourra utiliser Gemini en plus de Codex, Cloud Code, on pourra aussi ajouter des skills. Voilà d'autres. Non mais ça c'est pour les développeurs, c'est pas. Oui, mais justement ça s'ouvre quand même davantage sur leur, c'est leur Core AI. Ouais, ils sont un peu obligés parce que sinon personne n'utilisera leur outil. Bah oui, mais il y a des développeurs qui sont complètement accros à Claude, d'autres complètement accros à OpenAI. Complètement fermé, donc ça veut dire que ce côté ouvert qui est important. Enfin, ce qu'il faut retenir. Tim is back. Oui, pardon, vas-y. Je juste une petite précision, puisqu'on en parlait tout à l'heure, disponible en français ou pas. Il semblerait qu'en fait, ce qui sera disponible en français assez rapidement, c'est le moteur, donc Apple Intelligence, donc les fonctions de reconnaissance vocale, les fonctions dans les photos, etc. Donc ça, ce sera disponible en français rapidement. Parce que c'est en local sur le téléphone. Alors, c'est ça je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, c'est ça qu'ils ont annoncé réellement, et que c'est la couche Siri AI, donc le Siri intelligent qui répond, qui est le chatbot. Avec Gemini. Avec Gemini, qui lui ne sera pas disponible dans l'Union européenne avant longtemps. Voilà. Avant longtemps. Le mot précisément, ce sera bloqué en Europe au lancement et ils y travaillent pour le rendre, et en Chine également, et ils y travaillent pour le rendre, donc ça risque d'être long quand même. Mais Apple Intelligence fonctionne aussi avec du Gemini, hein. C'est pas que Siri. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Mais aujourd'hui, il y a déjà des fonctions d'Apple Intelligence qui sont sur le téléphone et qui ne fonctionnent pas avec Siri, mais on ne saura jamais véritablement ce qui sera fait et comment ça sera fait. Mais bon, c'est quand même une sacrée mauvaise nouvelle cette histoire-là, hein, parce que Siri AI, qui est le gros poisson de cette soirée quand même, hein, le fait de pouvoir interagir avec son téléphone, avoir toutes ces nouvelles fonctionnalités voilà, et c'est pas pour tout de suite. TikTok pas pour toi. Alors, c'est Tim Cook qui est en train de faire son discours d'adieu. Fait son discours d'adieu, ok. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. Est-ce que, à votre avis, le fait qu'on soit privé de ce Siri AI, c'est quoi ? C'est une punition d'Apple envers l'Union européenne, parce qu'on sait qu'ils détestent en fait la régulation, ils détestent en fait le fait d'être contraint. Apple, ça a toujours été comme ça, et l'Union européenne prend un malin plaisir à contraindre Apple avec toutes les modifications qu'ils ont été obligés de faire. Et est-ce que finalement on n'est pas un peu un otage, nous Européens, de tout cela, ou est-ce que véritablement Apple va travailler avec l'Union européenne pour rendre Siri AI compatible? C'est la question qu'on peut se poser. Moi, je pense que c'est vraiment les deux. C'est-à-dire, je pense que à la fois, ils ont vraiment été... Parce que c'est la meilleure des coms, en fait. Ils ont eu vraiment des difficultés dans le passé. Ils se sont pris des amendes quand même très importantes et ils ont très mal vécu ce que l'Union européenne leur a imposé. Donc, ils ne veulent pas prendre de risques de ce point de vue-là. Mais c'est aussi un moyen de pression politique, se disant que si les clients sont frustrés de ne pas avoir les dernières fonctionnalités, peut-être que l'Union européenne va être plus prudente. Et il faut voir aussi que Margrethe Vestager est partie et donc désormais sa remplaçante est beaucoup plus ouverte. D'ailleurs, elle a été vue à Cupertino à l'Apple Park il y a quelques semaines. Ça a été publié sur son compte. Elle l'a publié elle-même sur son compte pour, on va dire, avoir une ouverture, arrondir les angles avec Apple par rapport à la politique qui était menée précédemment. Donc peut-être que Apple veut continuer d'envoyer le signal que tant que les régulations n'ont pas changé, ils vont rester dans une position dure. Néanmoins, on peut imaginer que pour eux, ce soit difficile de tenir, on va dire, plusieurs années cette position-là. Alors, est-ce que peut-être qu'il faudra qu'ils ouvrent Siri AI à d'autres moteurs pour pouvoir ne pas être accusés de position dominante? Est-ce que je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un peu des deux. Je pense qu'ils font une pression politique sur l'Europe, mais en même temps, ils n'ont vraiment pas envie de se retrouver dans la position dans laquelle ils ont été dans le passé, c'est de redévelopper plein de fonctionnalités spécifiquement pour l'Europe. Parce qu'en plus, et Fred, après, évidemment, tu me donneras ton point de vue, mais le souci qu'il y a derrière tout ça, c'est que si les utilisateurs sont déçus de ne pas avoir les dernières fonctionnalités que Apple est en train de faire miroiter, au bout d'un moment, ça peut créer une lassitude et peut-être que certains utilisateurs européens iront voir ailleurs. Peut-être. C'est ça aussi le risque. Alors c'est compliqué, je ne suis pas en train de dire que ça va être le cas, mais c'est véritablement tout ça est assez complexe. Il marche sur des œufs.
Fred. Un mot aussi, parce que je reviens au tout début de la keynote, on a parlé des Apple Developer Academy. Et on sait que, alors il y en a une en Angleterre, il n'y en a pas encore sur le territoire européen. Hein. Il y en a une qui va ouvrir à Berlin. Il y en a qui va ouvrir à Berlin, c'est peut-être ça aussi un signe. C'est peut-être d'être un peu plus proche, d'être un peu plus européen en ouvrant une académie de développement sur le territoire européen pour justement être au contact à la fois, bon, j'imagine les lobbyistes sont bien en contact avec Bruxelles, mais être au contact avec tout ce qui se fait en Europe. Et ça, c'est un petit changement aussi, tu vois, pour justement cesser d'avoir ce genre de choses. C'est disponible en juillet 2026 pour le reste du monde. Et l'Europe, écoutez, on verra bien. On verra. Là, si on met des développeurs sur le territoire européen, vraiment territoire européen, hein, pas les Anglais, territoire européen, c'est-à-dire que là aussi, on va essayer de voir un peu comment dans chaque pays on peut améliorer les choses. Ils savent quand même chez Apple que, comme beaucoup, que bon, il y a un règlement européen, mais après il y a une adaptation un peu par pays. Alors, certains ils vont beaucoup plus loin, d'autres sont beaucoup plus souples. Et ça. Cela étant, je vois pas très bien quelles sont les fonctionnalités qui brident Apple au point que il ne pourrait pas lancer son Apple Intelligence en Europe. À mon avis, ce qu'ils craignent, c'est toute la partie RGPD, parce que c'est pas très clair. RGPD, comment c'est utilisé en France? Encore une fois, ils sont PME. Ouais, mais alors pourquoi Alexa Plus y arrive? Parce que finalement, quand on compare, je ne sais pas si tu as suivi, Julien. Hein. Alexa, n'est pas un gatekeeper. Hein. C'est-à-dire qu'au sens de la loi européenne, il y a un certain nombre d'entreprise, un certain nombre de services. Oui, il n'a pas la taille critique, voilà, c'est ça. Un gatekeeper, c'est-à-dire qui ont une taille critique, qui peut venir bousculer la libre concurrence du marché. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Alexa, puisque en fait, c'est peu utilisé. C'est peu utilisé, oui. C'est ça sans doute qui doit faire la différence. Oui, Didier. Non, je disais, ils sont plutôt RGPD compatibles. Ils ont, comment dirais-je, une infrastructure qui est sécurisée, le Apple, qui est sécurisée, qui ne partage pas les données privées. Je vois pas très bien quels sont les obstacles que pourrait monter la communauté européenne contre. Il faudrait remonter à tous les amendes qu'a pris Apple ou Google, parce qu'ils regardent tous un peu ce que font les uns les autres avec la communauté européenne. Alors c'est beaucoup autour de la partie commerciale, d'abus de concurrence, d'abus de position dominante, etc. Oui, alors effectivement, il y avait l'histoire de l'App Store où on leur reprochait d'être à la fois peut-être qu'ils ont peur dans tout leur App Store, que tous les développeurs d'app, parfois le RGPD, on le sait bien, hein, c'est un peu limite. Hein. En France, la CNIL sait qu'il y a les PME au niveau RGPD. C'est je pense qu'aussi moyen. Hein. Leur vraie crainte, c'est qu'on les force à remplacer Siri AI par ChatGPT AI, etc. Comme c'est le cas aujourd'hui sur la montre. Hein. Aujourd'hui, l'Apple Watch n'est compatible qu'avec l'iPhone. Apple a fait un développement spécifique pour que toutes les autres montres, type Google, etc., puissent accéder exactement aux mêmes fonctionnalités sur le téléphone, parce que justement, ils étaient censés abîmer la concurrence en restreignant leur téléphone. Donc je pense que c'est ça, en fait, leur crainte, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'on ne va pas nous forcer à faire un plugin pour remplacer Siri AI par un autre? Alors là, ça pose plein de questions, évidemment, de sécurité. Est-ce que je veux que d'autres accèdent aux informations qui sont sur mon iPhone, en fait, etc. Donc je pense que ça doit être un peu ça l'idée. Parce que c'est déjà un peu le cas avec quand vous démarrez un nouvel iPhone, où on choisit pas mal de choses. Son navigateur Internet, vous n'êtes pas obligé de prendre Siri, l'appli message, qui peut être WhatsApp par défaut, et non pas celle d'Apple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le moteur de recherche. Hein, vous choisissez ce que vous voulez, mais pas forcément Google. Donc, je pense que l'IA, en fait, c'est le même combat. Si demain, on a une IA Apple qui arrive en Europe, une Siri AI, où on n'a que le choix d'avoir celle choisie par Apple, je pense que l'Union européenne peut dire non, c'est pas possible. Je pense que c'est leur crainte, en tout cas affichée. Ouais, mais avant que Apple modifie tout ça pour l'Europe, ça risque d'être ils l'ont fait encore une fois. Je suis un peu inquiet quand même. Encore une fois, ils l'ont fait avec l'histoire de l'App Store. Hein. On leur reprochait d'avoir une boutique d'applications qui était entièrement gérée par Apple et donc qui devait s'ouvrir à d'autres boutiques. Qu'est-ce que c'est devenu? Vous avez déjà utilisé d'autres App Store ou pas?
Non. En l'occurrence, oui, mais Par curiosité, objectivement, j'imagine une fois. Oui, parce que Et puis plus ça n'a pas personne de- n'en parle. En fait. Mais non, bien sûr. voilà. Bien, Donc ça, plus c'est le genre de personne n'en truc parle. qu'ils peuvent très bien gérer. Ça, Apple, ils peuvent très bien dire, ok, on ouvre à ChatGPT si vous voulez, mais ils vont faire tellement d'efforts sur leur Apple Intelligence que personne n'aura envie d'utiliser Apple Intelligence avec ChatGPT, c'est tout. En tout cas, moi, il y a deux petites choses qui m'ont frappé. C'est que le Vision Pro, il apparaît bien. Oui, il est toujours là. Il est toujours là. Hein. Il est à côté des autres. Bah, des Il fait autres partie, plateformes. il fait partie de l'écosystème Il fait partie- hardware. il fait on va partie- dire. il fait partie de la C'est un peu famille. le précurseur des lunettes qui vont arriver aussi. Et deuxième chose, ça m'a fait rire parce qu'ils insistent, ils parlent de confidentialité, mais je ne sais pas si vous avez remarqué dans tout cette heure là de conférence qu'on vient d'avoir, quand ils parlent de confidentialité, c'est que des petits pics qui sont envoyés. Tu sais, c'est jamais dire voilà, nous confidentiel à fond, enfin ils font tout un dessous, c'est des petits pics. Ah bah nous Safari, lui ne retient pas ça comme le font les autres. À nous Apple Intelligence, on va chercher les données, mais que dans votre univers. Ce que ne font pas les autres, c'est que des petits pics comme ça. Et alors que ça ils doit être ils vendent Non, mais leur alors que- business. alors- oui, mais alors que ça aurait dû être l'une de leurs forces, ce serait de le dire beaucoup plus, de façon beaucoup plus ouverte. Et je trouve que ça n'a pas été clairement dit dans les messages. Tu vois, quand on te dit voilà, on a une IA qui est centrée sur la confidentialité. C'était le discours de Tim Cook au début. Hein. Il a commencé en parlant de ça. Hein. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était. Moi, ça m'a pas frappé en tout cas. Ok. Alors que c'est une de leurs grandes différences. Alors, on a encore une bonne demi-heure à passer ensemble. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et on va retrouver dans quelques minutes, depuis Cupertino, Mélinda Davoussoulas, oui. Voilà. qui est sur place, qui a vécu tout comme nous cette keynote, sauf qu'elle était à quelques mètres de l'événement. Elle va nous raconter son point de vue et puis nous dire un petit peu ce qui l'a marqué. Moi, j'avais quand même une question pour toi, Julien. Finalement, quand on prend un peu le recul, cette keynote qui a été très courte, alors qu'on attendait énormément d'informations. Il y en a eu beaucoup, hein. Ça a défilé hein, quand même. Au bout d'un moment, on ne suivait plus. Hein. Oui, mais j'ai l'impression qu'Apple a voulu expédier un peu tout ça. Ou alors après, parce que en fait la WWDC ça dure plusieurs jours, donc peut-être qu'après, et sans doute qu'il y aura des explications et on en saura plus dans les jours qui viennent, mais voilà, ils en ont pas fait trop finalement. Et je pense, oui, c'est pas forcément expédié, mais je pense ils ont voulu encore une fois être humbles et Très impactants. synthétique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu en faire trop sur la mousse. D'ailleurs, on l'a vu sur les annonces, sur les nouvelles applis, nouvelles fonctionnalités, il n'y en avait quasiment pas en fait. Hein. Je ne parle pas de l'IA, là, je parle de tout le reste. Ils ont vraiment dit c'est mieux, regardez toute la liste de ce qu'on fait, c'est mieux, c'est mieux. Après, ils sont arrivés à l'IA, ils ont montré les fonctionnalités qui étaient en fait à peu près celles qu'ils ont montrées il y a 2 ans, encore une C'est fois. ça. Mais cette fois-ci, ça fonctionne. Et je pense qu'il y avait quand même une forme de bon, voilà, on va faire court, on va faire impactant. Et on va se dire que c'est un peu l'année où on délivre ce qu'on aurait dû délivrer les années précédentes. C'est un peu le sentiment que moi ça me donne quand je vois les annonces de ce soir. Et je trouve que d'un point de vue marketing, c'est pas du tout idiot. Encore une fois, il s'adresse aux développeurs, hein, il s'adresse pas au grand public. Donc dire aux développeurs, on vous a entendu, désolé, et regardez ce qu'on vous apporte, c'est quand même quelque chose qui est bien propre et qui délivre ce qu'on aurait dû délivrer les dernières années. Je trouve que le message est pas mal. Fred, à ton avis, ils ont signé cet accord avec Gemini il y a quoi ? Il y a, on va dire, 6-8 mois ? Ouais, Pas si longtemps que ça, finalement. Enfin, qu'ils l'ont annoncé. Oui, qu'ils l'ont annoncé. 6-8 mois. Est-ce que c'est prêt, à ton avis ? Est-ce qu'ils ont réussi, en un laps de temps quand même assez court, à implémenter toutes ces technologies dans un iOS qui est quand même une usine à gaz, hein, il faut quand même le rappeler. Je dis ça parce que là, tout le monde va scruter Apple. Ah oui, ça c'est sûr. Et s'il y a des erreurs, ça va être terrible pour eux. Et il y en aura forcément. Enfin, je dirais, il y aura forcément des dérapages. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le début d'Apple Intelligence, il y avait plein de dérapages sur les notifications qui n'avaient rien à voir. Enfin, ça a été un peu n'importe quoi. On n'est pas dans les petits papiers, mais ce que l'on peut un peu imaginer, c'est que 2024, les 6 mois qui ont suivi, on a vu tout ce fiasco, hein, n'ayons pas peur des mots, ils se sont dit, écoutez les gars, comment on fait ? Ils voyaient les autres, je ne parle même pas des ChatGPT, Claude, qui accéléraient sur plein de choses. Ils se sont dit, attends, on a un partenaire qu'on connaît bien, sur d'autres domaines. On n'aura pas d'entourloupe avec eux. Ils ont leurs revenus aussi avec Google Cloud. Enfin, ils avancent. Ils ont une relation très long terme avec Ouais, Bien sûr. On va pas Technologie mature, Gemini. On va pas commencer à travailler avec eux. Donc, on peut peut-être estimer que il y a 1 an, premier trimestre, deuxième trimestre 2025, ils commencent à dire, écoutez les gars, on va essayer d'intégrer de plus en plus votre technologie. Donc voilà, il y a un an de gestation, on va dire. De tests, tu vois. On n'a pas eu en juin 2025 la WWDC qui nous dit, ça y est, c'est prêt.
on gère bien le truc et donc on arrive là avec quelque chose qui a sans doute, oui, tu as dit ça a dû être annoncé il y a 6-8 mois et je pense que ça fait 12-16 mois qu'ils sont vraiment, qu'ils ont pris cette décision de travailler avec Google. Mais c'est étonnant de voir que Apple, qui déteste être dépendant de quiconque finalement, et on le voit au niveau du hardware, petit à petit, ils squeezent en fait tous leurs fournisseurs. Non mais ils sont pragmatiques. Ils l'ont déjà fait avant sur les modems pour les téléphones. Ils ont essayé de développer leur puce pour les téléphones portables longtemps. Ils n'ont pas réussi. Ils étaient pragmatiques. Ils s'étaient dit qu'ils allaient le développer en 2 ans. Finalement, ils ont mis 5-6 ans. Et donc, ils ont prolongé leur contrat avec Qualcomm jusqu'au jour où ils ont commencé à sortir Qualcomm. Ils sont forcément extrêmement pragmatiques. C'est le plus gros vendeur quand même de téléphones premium, en tout cas, au monde. Didier ? Oui, alors avec... Et puis après, on fera une petite pause pour retrouver Mélinda. Ce qui est justement, ce qui serait intéressant, ce serait de savoir exactement comment ils sont passés de l'Apple Intelligence qu'on a vu il y a 2 ans à celui d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu une manip, le cahier des charges était là, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient, comment ils voulaient le faire, et une espèce de grille d'API qu'ils ont sans doute préparée en disant, voilà, nous ce qu'on attend d'une IA, c'est qu'elle puisse répondre à telle et telle problématique. Et effectivement, Gemini n'est pas arrivé comme ça par hasard. C'est le fruit d'un travail énorme de Google depuis des années sur l'IA. Google travaillait sur l'IA bien avant qu'on commence à parler d'OpenAI et de l'IA générative en général. Ils ont même des racks, des processeurs spécialisés dans le domaine. Ils ont toute une bibliothèque d'outils que beaucoup de gens ont utilisés. Donc c'est un sujet qu'ils connaissent bien. C'est un vrai spécialiste de l'IA. Beaucoup des grands chercheurs, des grands ingénieurs qu'on voit aujourd'hui dans les entreprises d'IA sont des gens qui viennent de chez Google. Donc la plateforme, effectivement, chez Apple, ils ont été chercher qu'est-ce qui peut être le plus efficace à long terme, ou tout au moins jusqu'à ce que nous, on arrive à trouver une solution. Et donc pour eux, je pense que OpenAI est quand même trop enfermé dans son chatbot et n'a pas encore donné suffisamment de gages sur ses capacités à se développer dans d'autres secteurs, alors que Google, ils ont une masse de données extraordinaire. C'est sans doute l'IA la mieux entraînée au monde, parce que vu le nombre d'utilisateurs des services Google, ils ont de quoi faire un beau référentiel d'apprentissage. Donc je pense que c'était naturel pour eux, pour Apple, de faire appel à Google, avec effectivement, ils ont une relation qui date des années Steve Jobs. Et puis Apple est allé piocher pas mal de gens chez Google. Oui, c'est vrai. John Andrea, c'était un ancien de Google. Et même récemment, je crois qu'ils aient fait. Non, c'est pas le meilleur, mais ils sont allés chercher des gens chez Google. Et je crois qu'il y a des ex de Google qui sont venus implémenter en fait Gemini dans Siri finalement, quoi. Un peu comme des pompiers. Et on sait souvent, on a tous vécu des aventures d'entreprise, que quand tu es passé par une entreprise, tu as toujours un certain attachement à un moment, à moins que ce soit moins bien passé. Ou la culture d'entreprise. Oui, tu as toujours un attachement quelque part. Donc, Allez, on revient dans un instant. Toujours Julien Villeray avec nous, Frédéric Simotta, Didier Sens, 20h30, petite pause. Et après, nous irons du côté de Cupertino, retrouver Mélinda d'Avant-sur-Las, qui est sur place à l'Apple Park. Elle nous racontera un petit peu ce qu'elle a retenu de cette keynote de cette WWDC. Merci d'être là. C'était Tech & Co sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. 20h34, le retour de Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. On revit ensemble la keynote WWDC d'Apple. Cette keynote qui s'est terminée il y a quelques minutes à peine et qu'on vous commande jusqu'à 21h sur BFM Business avec sur le plateau Didier Sens, journaliste tech, Frédéric Simotel aussi, journaliste chez nous, vous le savez, maison à BFM Business, et bien sûr Julien Villeray qui est directeur de l'innovation chez EDF. Dans quelques instants, on va retrouver Mélinda d'Avant-Soulas depuis l'Apple Park. Didier, un mot quand même sur le contexte de cette keynote, on en parlait tout à l'heure, c'est la dernière de Tim Cook. Alors, pas forcément, c'est la question que je me posais, parce qu'il y aura il y a toujours une conf de rentrée chez Apple en septembre. Ça sera Pernos.
Pardon ? Ce sera John Ternus qui la fera. D'accord, donc c'était bien la dernière de Tim Cook. Alors, Tim Cook s'est fendu d'un petit discours d'adieu. C'est pour ça que je disais que c'était la dernière, parce que c'est vrai qu'il a fait un petit discours d'adieu quand même. Oui, mais c'était pas le discours habituel. Non, alors c'est un discours un peu attendu, des équipes formidables, des clients extraordinaires, une aventure incroyable. Rien de bien nouveau. Voilà. C'est un peu vrai, quelque part. Oui, mais il n'y a pas... moi, je m'attendais de la part de Tim Cook, qui est toujours le premier à liker les posts du Dalai Lama ou du pape, etc., avoir une vision un peu, tu vois, spirituelle de la chose. Là, non, c'était un discours qui était quand même très convenu, et puis surtout, il n'a absolument pas dit... qu'il laissait les rênes à quelqu'un de confiance en appelant sur scène son compagnon John Ternus qui va le remplacer. Donc, après, peut-être qu'il y aura un moment Tim Cook, finalement. Il y aura peut-être un moment Tim Cook... Pas encore. Moi, je ne crois pas du tout. Ils vont lui faire un pot d'adieu, c'est ça ? Un gros podcast avec, je ne sais pas moi, des déclarations, tu vois, une communication qui sera peut-être gérée de manière un peu plus conviviale et non pas dans une keynote comme ça, parce que ce n'était pas l'objectif. Peut-être qu'ils le feront, mais connaissant bien la communication d'Apple habituelle, ils ont fait une séquence pour annoncer John Ternus et le fait que Tim Cook s'en va pas, il devient président du conseil d'administration d'Apple, donc il garde un gros job. Oui, mais il sera moins médiatiquement présent. Mais ça ne sera plus effectivement le visage d'Apple. Et comme chez Apple, à part à l'époque Steve Jobs, il faut être honnête, mais comme chez Apple, c'est plutôt le produit qui est star que les personnes qui le portent. Moi, je pense que vraiment, John Ternus va rendre hommage à Tim Cook dans l'introduction de la keynote autour des nouveaux téléphones en septembre, puisqu'il arrive au 1er septembre, officiellement, même s'il gère la transition en ce moment. Et Tim Cook, alors peut-être qu'ils feront effectivement un podcast, quelque chose comme ça, mais moi, je ne pense pas du tout qu'en plus, la personnalité de Tim Cook, qui est quand même un gars de l'Alabama, très terre-à-terre, très simple, enfin en tout cas, c'est ce qu'on dit, très pragmatique. Je ne pense pas que les effusions, l'aspect tu vas nous manquer, etc., je ne suis pas sûr que ce soit trop son truc. Moi, je verrais bien une chose un peu, comme font parfois les anciens présidents américains, un petit truc un peu humoristique. Alors, comme tu le dis, il s'en va pas non plus, il est encore prudent. Mais j'aurais bien des petites choses humoristiques, c'est-à-dire un jour on voit, Tim Cook n'est pas là, puis on le voit, il sera au ski en Inde, en trekking, tu vois, en disant oui, mais je m'intéresse. Non, mais ça, c'est les trucs de des petites choses comme ça. Ah, mais les présidents américains comme ça. Non, mais Microsoft a fait ça, pas Oracle. Ouais, mais eux, ils n'ont pas le cul de la personnalité chez Apple, Messieurs, dames. Mélinda Davansoula est avec nous depuis l'Apple Park. Wow. Bonsoir Mélinda. Hello. Bonsoir à tous. Enfin bonjour chez toi. Rappelons l'heure qu'il est à Cupertino. Il va être midi sous peu. Bon, écoute, voilà, 20h37 chez nous. Merci de prendre quelques minutes, Mélinda. Tu fais partie de la rédaction de BFM Tech, qui est la petite sœur de BFM Business. Évidemment, tu vis ce rendez-vous sur place. Tu es à l'Apple Park. Alors, on a vécu, nous, avec Julien Villeray, Didier Sens et Frédéric Simotel, cette keynote, mais on voulait avoir évidemment ton point de vue. Comment tu l'as vécu en étant à l'intérieur de cette keynote, finalement? On a cru sentir une émotion quand même au tout début, lorsque Tim Cook a parlé en fait pour dire que il remerciait toutes ses équipes, etc., etc. Est-ce que cette émotion était plus palpable là-bas sur place? Alors, je ne sais pas si vous avez le droit à son arrivée sur scène, parce que souvent, c'est hors caméra. Non. Voilà. Écoutez, nous, on a eu un discours, pour une fois, un peu plus long. C'est-à-dire qu'on a eu Craig Federighi tout seul, alors que d'habitude, la pré-conférence vidéo, c'est Tim Cook qui vient. Et donc, il a introduit Tim Cook pour sa dernière apparition. Oui, c'était c'était plein d'émotions. On le sentait très, très touché. Il y a eu évidemment une grosse ovation pour lui, parce qu'il y a 1500 développeurs, voire peut-être un peu plus, qui sont là. En plus de la presse, on sentait que c'était un moment pour lui intense. Ça se sent un petit peu à la fin de la vidéo enregistrée pourtant, mais là sur scène, oui, il était touché. On l'a pas vu. Vous savez, souvent on le voit derrière. Il y a des moments où on le recroise. Là derrière moi, vous voyez plein de gens rentrer dans ce bâtiment qui est un bâtiment de l'Apple Park, qui est réservé normalement, qui est le Developer Center. Nous, on a le droit d'y aller là parce qu'on a une conférence. Alors ça va nous parler de technologie. Mais on se dit que peut-être on va le voir pour sa DER venir parler à la presse une dernière fois. C'est un petit peu un événement sur invitation. On est moins nombreux de la presse qu'on est réellement sur place. Mais voilà, c'est assez drôle. Et on sent que ça le touchait particulièrement de venir pour présenter ce nouveau Apple intelligent, ce nouveau Siri intelligent. Parce que finalement,
vous en avez parlé, je suis sûre, il finit sur une note normalement positive parce qu'on a vu que Siri rattrapait son très gros retard sur le reste. Merci Google et Gemini. Ça, c'est une évidence. Donc, il part pas sur le flop qui a été l'annonce d'Apple Intelligence il y a 2 ans, souvenez-vous, avec des démos qui étaient un peu simulées, pas vraiment, on ne savait pas ce qui était en direct, ce qui ne l'était pas. Là, a priori, tout a été enregistré en condition du direct. Des démos, c'est vraiment ce qu'on va voir, nous, dans les prochains jours. Mais voilà. Mais en tout cas, il y avait cette émotion palpable ici, même auprès des gens qui travaillaient avec lui, plus ou moins proches. On sent que c'est une page qui se tourne ici. Voilà, c'est exactement, c'est une page qui tourne. C'était le moment Tim Cook, c'était moins le moment de John Ternus, j'ai l'impression. Non, alors John, il est venu hier à l'hôtel où on est, nous, logés pendant tout le temps de la WWDC. Il est venu parler aux journalistes, faire son petit bain de foule, tranquillement. Okay. Non, lui, son moment, ce sera au mois de septembre. Ce sera la septembre, bien sûr. Sa vraie prise de fonction, son vrai plongeon, grand plongeon, eh bien, c'est au mois de septembre qu'on l'attend vraiment plus que là. Là, il est un peu encore en touriste. Il a le droit de profiter tranquillement dans un presque anonymat, mais pas vraiment. Alors, on va revenir sur les annonces qui ont été faites ce soir. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise ou finalement tout ce qui a été déroulé de manière assez rapide au pas de charge, finalement cette keynote a été relativement rapide. Je pense même que toi tu pensais qu'elle allait être plus longue que ça. En 1h15 c'était torché. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise ou finalement tu savais, enfin on se doutait plus ou moins de tout ce qui avait été annoncé là ce soir? Alors beaucoup de choses avaient fuité évidemment avant. Après on est sur il y a des annonces, il y a des petites annonces au cas par cas, on verra ça dans les prochains jours, mais globalement, c'est là où on l'attendait. C'est-à-dire qu'on voulait un Siri qui rattrape son retard sur Gemini, sur ChatGPT, sur Alexa Plus aussi, qu'on a vu arriver en France avec beaucoup d'ambition. Pour le moment, sur le papier, en tout cas, il y a ça. Il y a évidemment la touche Gemini. On se faisait la réflexion qu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues sur Galaxy AI chez Samsung. Galaxy AI, c'est Gemini aussi, il y a la sauce Samsung. Ben là, c'est du Gemini, il y a la sauce Apple. Ça va être peaufiné, il y a des petites animations qui sont évidemment très propres à Apple. Non, j'ai bien aimé l'arrivée enfin d'un compte enfant un peu plus personnalisable, parce que ça manque. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que, vous savez, c'est un sujet en Europe notamment, et même un peu partout dans le monde, la protection des mineurs sur les réseaux, sur Internet. À qui la faute? Est-ce que c'est aux fabricants, aux opérateurs, à ceux qui font les systèmes d'exploitation? Apple a apporté un petit bout de réponse, justement, avec ce compte enfant. Donc ça, c'est intéressant. Après, la mauvaise nouvelle de tout ça, c'est qu'on a vu plein de choses. On est très content pour Apple qui rattrape son retard. Je ne sais pas si vous avez fait attention au petit message à la fin, balancé en une demi-seconde. L'Europe va encore devoir attendre. Ouais. Parce que régulation, parce que négociation. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un coup de bluff? J'ai rendez-vous avec les gens du réglementaire. Ce soir, je vous raconterai ça. Mais sans de voir que la Chine non et l'Europe non. Et que l'argumentaire, comme souvent chez Apple, c'est en Europe la réglementation, la confidentialité des données qui doit être assurée. C'est vrai qu'on y tient. Il n'y a pas de raison que ça passe pas, mais voilà, c'est toujours ça de mis de leur côté pour taper un peu sur l'Europe. Mélinda, il y a Didier Sens, Julien Villeray, Frédéric Simotel, ils ont des questions pour toi. Julien. Peut-être juste justement sur le côté français, une clarification, parce que vu d'ici, c'était difficile de comprendre ce qui allait arriver en français en France, et ce que j'ai compris, c'est que c'est un peu le moteur, finalement, Apple Intelligence, qui allait arriver relativement vite, même si ce n'est pas immédiatement. Et puis il y a donc Siri AI, lui, qui est dans les limbes de la négociation avec l'Europe. C'est bien ça la différence? Là, pour le moment, c'est en anglais. C'est qu'en anglais déjà, dès le départ. Et après, il y a des fonctions qui sont normalement prêtes pour certains pays parce qu'elles existent déjà, la retouche photo, des choses comme ça. Donc, on apparaissait dans ces pays-là. Après, le gros des fonctions Siri AI, de ce qu'on a compris, c'est pas pour l'Europe. Mais c'est pas sur... Attention, il y a une subtilité. C'est ça qu'on va chercher à éclaircir ici. Ce n'est pas pour l'Europe sur iOS et iPadOS. On n'a pas parlé de macOS. Et souvenez-vous, au lancement de Apple Intelligence, il y avait déjà ce deux temps entre des fonctions qui étaient arrivées sur Mac, mais pas sur iPhone. Là, on va voir justement à quoi on a le droit, en fait, en Europe. Oui, mais parce que le Mac n'est pas régi par le DMA et le DSA. Ce ne sont que l'iPhone et l'iPad, visiblement. Frédéric. Oui, Mélinda, une question. Est-ce que tu as rencontré quelques développeurs là-bas, qu'ils soient français ou qu'ils soient américains, et quel est leur premier ressenti par rapport... Bon, comme il y avait pas mal de choses qui avaient fuité, voilà, est-ce qu'ils ont déjà quelques réflexsions à faire sur tout ce qui serait notamment ce lien avec Google? Alors, non, on les a vus avant la conférence. On n'a pas encore eu le temps de les voir après. On les voit un petit peu plus tard. Parce que pour vous donner les coulisses un peu de cet événement,
Là, vous voyez plein de gens arriver derrière moi parce qu'on a été vraiment exfiltrés à la fin de la conférence pour aller ici, là, sur ce brief qui va être a priori un brief, une présentation, une discussion sur la technologie derrière ce partenariat Apple et Gemini. Donc c'est pour ça, je pense qu'incessamment sous peu, on va venir me chercher pour me dire qu'il faut que je rentre, parce que vous savez, les services de contrôle ici, c'est assez drastique, même si on est toujours sur le site de l'Apple Park. Mais voilà, on les a pas vus. Eux, ils avaient beaucoup, on a discuté avec quelques-uns avant, ils avaient beaucoup d'espoir sur Siri AI. C'est peut-être la seule information qui n'avait pas fuité, c'était le nom de Siri. De voir comment ils allaient l'appliquer. Et c'est vrai qu'on a quand même vu pas mal de choses qui peuvent donner envie à des développeurs. On a bien vu la fin de la conférence. On soignait le message aux développeurs en leur disant « Regardez, c'est formidable tout ce que vous allez pouvoir faire ». En tout cas, voilà. Eux, ils vont avoir du boulot, là, clairement. Ils étaient enthousiastes avant. Je vous dirai s'ils sont enthousiastes après, si ça correspond à leurs attentes. Mais ils avaient beaucoup d'espoir dans ce nouveau Siri, en tout cas. Ouais, on voit derrière toi des employés d'Apple qui ont des petits panneaux et ils commencent à te regarder méchamment. Je ne sais pas pourquoi, Mélinda. On va venir m'exfiltrer. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, de manière complètement accidentelle, j'ai fait un truc extraordinaire. Je suis dans le même dress code que. Ah oui, donc depuis tout à l'heure, j'en ai toujours un ou deux qui se demandent pourquoi j'ai coupé les manches du t-shirt. Mais juste un mot pour le déroulé de ce que tu vas faire dans les jours qui viennent. Tu vas rencontrer en fait les différents porte-parole d'Apple qui vont t'expliquer un petit peu les nouveautés qui vont arriver. C'est ça ? Comment ça marche, là, la vie de Mélinda dans les 24 prochaines heures ? Alors, elle n'est pas de tout repos, la vie de Mélinda. Non, là, on va avoir plusieurs moments où, en fait, on va nous expliquer un peu plus en profondeur ce qu'on a vu. Donc, évidemment, il y aura sur Apple Intelligence nouvelle version. Il y aura la version dans les applications. J'ai un rendez-vous aussi pour parler réglementation européenne, parce que ça, forcément, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et ils sont toujours très contents de donner quand même leur positionnement. Et ben voilà, croiser des gens un peu ici, entre les responsables, les développeurs et tout. On essaye de prendre un peu la température de tout le monde, de voir ce qui se dessine, parce que n'oublions pas que ce qu'on voit ici alors, évidemment, on n'a pas vu grand-chose sur iOS, macOS et compagnie. On a juste eu macOS Golden Gate. Ça préfigure de l'iPhone du mois de septembre. Il ne faut jamais oublier ça, c'est qu'ici, on a vraiment les prémices. On commence à comprendre ce qui se dessine pour les prochains iPhones au niveau des nouvelles fonctions, des nouvelles choses. Voilà. On a parlé du cycle de ménopause dans le suivi de cycle qui arrive. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'IA là-dessus. On va nous expliquer comment ils arrivent à faire ça. Pour les femmes concernées, ce n'est pas forcément toujours facile d'avoir les bonnes références et de le savoir. Ça, c'est une grosse annonce santé qui a été faite, passée dans le TGV des premières annonces qui sont allées au pas de charge, au pas de course. Donc, on va aller un peu plus en profondeur. Et ça va être intéressant aussi pour toi de lire entre les lignes si éventuellement Apple évoque un iOS compatible double écran, puisque voilà, les rumeurs sont de plus en plus persistantes concernant un iPhone pliant. Et forcément, il y aura un iOS spécial, on va dire, pour cet iPhone pliant. Exactement. Et donc, tout ça va être peut-être divulgué dans les heures ou les jours qui viennent. Fred, tu voulais juste rapidement, avant qu'elle se fasse kidnapper. Dès qu'on voit tout l'écosystème, avant qu'on vienne me chercher. Dès qu'on voit tout l'écosystème Apple apparaître, des produits Apple, on voit toujours le Vision Pro. On est les premiers à dire oui, ils vont l'arrêter, ils vont le mettre en sourdine. Pas du tout. Hein, il a l'air d'être parfaitement présent dans la gamme des produits Apple. Ah, il est toujours là, vous avez vu, hein, il y a même eu plusieurs annonces pour lui, il aura le droit à Siri AI, il aura le droit à tout. En fait, c'est un produit qui plaît assez aux développeurs, donc c'est un peu normal aussi qu'ici, on en parle un peu plus. C'est vrai que c'est pas un produit grand public. Je pense que peut-être qu'il finira un peu avec le même sort que celui de Microsoft, que le HoloLens de Microsoft, qui est devenu un produit purement B2B. On ne sait pas, mais en tout cas, voilà, il reste fidèle à ça. Après, si vraiment un jour il y a des lunettes qui arrivent derrière, ça restera une fondation assez commune, à mon avis. Donc, ils ont raison de ne pas tirer un trait sur le Vision Pro. Bon, Mélinda, il n'y a toujours personne derrière toi. Didier avait une dernière question. Tu l'autorises ou pas ? On ne peut rien refuser à Didier. Je peux rien refuser à Didier. Salut Mélinda, écoute, moi je trouve que tu dois être dans une super situation parce que pour une fois, Apple a quelque chose d'un peu novateur et vraiment enthousiasmant à présenter. Et je sais que d'une année sur l'autre, certaines keynotes sont plus ou moins passionnantes. Là, c'est un truc génial, donc je pense que tu vas assister à des démos, de nouvelles fonctions d'Apple Intelligence et de Siri AI. Est-ce que, tu auras la possibilité de tester toi-même et non plus d'être passif, de regarder. Et 2, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, à un moment dans la conf, il était question que les fonctions
Apple Intelligence soit en français, alors que manifestement, il n'y a pas de marché pour l'Europe. Alors, c'est toujours... Oui, on va aller tester les fonctions. On a des rendez-vous un peu cet après-midi pour aller voir justement dans les applications ce que ça donne, ce qui est quand même le cœur... le cœur du truc. Après, concernant, oui, le français, nous, c'est la question qu'on a, parce qu'on a entendu, comme tout le monde, que ça allait être gratuit, que ça allait arriver en français, enfin, dans des applications qui supportent le français, sauf que derrière, on nous dit que la réglementation, c'est non. Donc, je pense que c'est comme toujours, les fonctions qui sont peaufinées de l'existant, donc ont déjà eu quelque part la validation de l'Europe, elles vont rester. La gomme, Image Playground, des choses comme ça qui sont un peu plus secondaires, sont moins avancées, évidemment. Aussi, peut-être, des choses comme ça. Voilà, exactement. Tout ce qui est la réécriture, des choses comme ça. En revanche, oui, la nouveauté pure Siri AI, ça va falloir qu'on attende. Après, il n'est pas impossible qu'on ait qu'à attendre jusqu'au mois d'octobre, septembre, le vrai lancement de iOS 27, pardon. Il faut que je mette à la page. mais je pense que voilà, je pense qu'il faudra un peu attendre. Moi, je pense que c'est comme d'habitude. C'est un peu le jeu du chat et de la souris avec l'Europe. Ils aiment bien se taper mutuellement dessus et au final, ils arrivent quand même toujours à trouver un accord. Mais mine de rien, eh bien, ça fait du buzz, ça fait parler et ça va faire parler aujourd'hui. Ça refera parler quand ils devront discuter et au lancement, si ça y est toujours pas. C'est toujours de la publicité prise. Oui, c'est vrai, c'est la meilleure communication pour Apple, finalement, en disant, écoutez, c'est pas notre faute, il y a la réglementation européenne qui nous empêche de vous proposer les dernières innovations. Et puis surtout, c'est nous, consommateurs, qui sommes pris quand même un peu en otage dans cette histoire-là. Voilà. Merci beaucoup, Mélinda, on te laisse, on te libère. Merci à vous, allez, je file. Bon brief et à très vite. Merci en tous les cas de nous avoir raconté tout cela et d'avoir pu vivre vraiment au cœur de l'événement cette keynote et cette WWDC. Il nous reste quelques minutes. Je vous propose de faire quand même un petit résumé en 7 minutes de ce qu'on a pu voir ce soir. Vous qui venez peut-être d'arriver sur BFM Business, je vous rappelle le contexte. Depuis 19h30, un Tech & Co spécial. On vous fait vivre la keynote WWDC d'Apple. Une keynote annuelle qui est très importante, qui a lieu toujours comme ça début juin et qui permet à Apple de montrer un peu le futur de son écosystème, que ce soit sur l'iPhone, les iPads, les Mac, etc., etc. Et cette année, Julien, c'était priorité au retard vraiment monstrueux qu'avait pris Apple sur l'intelligence artificielle. Oui, clairement. 2 ans, des annonces il y a 2 ans, on l'a déjà beaucoup dit. 2 ans d'attente parce qu'ils n'ont pas réussi à délivrer ce qu'ils avaient annoncé. Et là, enfin, ils arrivent à le faire avec, on va dire, 2 grands types d'annonces. Une annonce forte qui est Siri AI, donc un nouveau Siri qui enfin comprend bien, enfin est capable de comprendre le contexte de son téléphone, de faire des liens entre des sujets. À quelle heure arrive ma mère demain par l'avion ? Il va aller chercher la carte d'embarquement que j'ai reçue par mail. Il va être capable de voir combien de temps il faut pour aller à l'aéroport. Bref. Faire des actions aussi, acheter des choses sur Internet visiblement, d'après ce que j'ai compris. Une dimension un peu agentique. Enfin, en tout cas, voilà, on va dire, grâce à Gemini, de revenir au bon niveau par rapport à ce que permettent d'autres IA, mais en plus d'avoir ce contexte personnel qui est utilisé. Et puis tout un tas d'améliorations de fonctions IA existantes qui s'appelaient Apple Intelligence, qui s'appellent toujours Apple Intelligence, mais qui étaient, on va dire, un peu mi-cuites, comme je dis, c'est-à-dire que ce n'était pas tout à fait cuit, quoi. Là, maintenant, on a un Image Playground qui fait des vraies images. On va pouvoir corriger ces photos de façon visiblement aussi performante que sur Android. C'est Gemini, donc effectivement, ce sera aussi performant. Bref, on arrive à avoir des fonctionnalités de bonne qualité sur un terminal Apple. Donc voilà, ça c'était vraiment la synthèse finalement des annonces autour de l'IA. Fred, avec toujours on va dire la ligne rouge qui n'est jamais franchie chez Apple, c'est la sécurité des données et la privacy. Oui, c'était tout au long, distillé à plusieurs moments. On conserve vos données, vous pouvez nous faire confiance. Sur la confidentialité, mais je pense que pour moi, l'un des points les plus importants, et tu l'as dit, Julien, c'est tout ce qui est le contexte personnel. C'est vraiment ça qui... Alors, Siri devient un vrai agent conversationnel, c'est plus seulement une voix, une interface vocale, parce que pour l'instant, ça n'était que ça, donc ça devient un vrai chatbot. Et derrière tout ça, il y a vraiment ce côté contexte personnel. On peut agir dans les applications, on peut gérer différentes tâches, ça va avoir accès aux mails, aux photos, aux SMS, aux notes. Enfin voilà, il y a tout ça. Il y aura une dictée qui sera améliorée. Enfin voilà, il nous tarde un peu d'utiliser un peu toutes ces fonctions parce qu'on a l'impression que c'est tout ce qu'on attend d'un téléphone. On est toujours en train de chercher des choses dans son téléphone. Alors c'est déjà formidable tout ce que ça fait. On va passer du modem 56K à la DSL d'un coup, ou à la fibre. C'est la promesse. C'est un peu ça. Et puis on attend, moi j'attends presque la prochaine version qui sera la vraie IA agentique, où là on aura carrément des petits agents qui vont tourner pour répondre. Alors là ils disent qu'ils peuvent préparer les mails en réponse, ce genre de choses. Mais on va attendre aussi une certaine autonomie, ça sera peut-être pour la version WWDC 2027.
Didier, est-ce que Apple rattrape enfin son retard, à ton avis, avec ces annonces qui ont été faites? Je crois que non. Si tout est crédible dans ce qu'on a vu, non seulement il rattrape le retard, mais il dépasse largement ce qu'on y existe aujourd'hui comme solution dans un écosystème informatique moderne. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont plus loin que Samsung avec Android. J'arrive pas à me rendre compte parce que c'est vrai que Samsung communique beaucoup sur l'IA sur ses téléphones. Mais il y a un problème. Le problème entre Android, le Pixel est pas mal. C'est tout tourne sous Gemini d'ailleurs. Bien sûr. C'est toujours le même problème entre Android et macOS. Dans Android, franchement, c'est un peu le foutoir. Hein. Pour trouver une fonction, il faut passer par les machins, les trucs, aller cliquer un coup à droite, en haut, à gauche, etc. Ça s'améliore, je trouve. Là, il y a une intégration transparente. Et c'est ça qui est génial, c'est que Apple, ils savent très bien faire ça. Ils ont une base solide qui est effectivement le Gemini associé à leur Siri réactualisé qu'ils appellent Apple Intelligence et qui peuvent permettre effectivement de s'adresser à toutes les parties des applications, des outils informatiques qu'on utilise. Donc on est sur un téléphone, effectivement, comme le disait Frédéric tout à l'heure, on peut accéder nos requêtes peuvent porter sur des éléments qui vont qui doivent aller chercher sur le mail, sur les notes, sur les SMS, etc. Et puis sur ordinateur, c'est quand même extraordinaire parce que là, du coup, on a vu dans les démos la possibilité de contrôler en finesse des fonctions qu'il y a dans Safari pour naviguer sur le web, pour optimiser les onglets, pour faire des tas de choses qui sont des tâches assez courantes, qui sont en général des tâches qui nous embêtent et qu'on est content de laisser l'IA le faire tout seul et qui nous facilite bien la vie. Donc je pense que là, la réussite, c'est effectivement cette intégration. L'intégration, la sécurité des données et puis le fait que ce soit un OS, une intelligence artificielle moderne, multimodale, qui est capable de gérer, de comprendre les sons et les images. Alors, vous dites, c'est génial, quand est-ce que ça va arriver tout ça ? Si vous êtes aux États-Unis, c'est bon, hein, vous allez pouvoir l'avoir bientôt. En revanche, si vous êtes en Europe, tout comme nous, il va falloir attendre. Et Craig Federighi a déclaré il y a quelques minutes à peine que aucune date n'est donnée pour la disponibilité de Siri AI dans l'Union européenne. Il faudra attendre qu'Apple et la Commission européenne trouvent un terrain d'entente. Voilà ce qu'il a dit. C'est ce qui s'est passé dans le passé avec les différentes fonctionnalités. Donc ça veut dire que là, on rentre dans une logique de discussion pour savoir ce qu'Apple peut faire, ce que l'Union européenne autorise, ce qui veut dire entre nous que minimum. C'est 6 mois à partir de septembre. Je dirais même, ça n'arrivera pas avant 2027. C'est ça. Oui, quand je dis 6 mois, c'est à partir de septembre. Donc vous imaginez pour tous ceux qui développent des applications, quoi. Voilà. Donc ils sont tous en Europe, qui seront tous bloqués par ça. Non, moi j'attends aussi des choses autour de, du coup pour le mois de septembre, parce qu'ils ont commencé leur conférence. Ils ont parlé de CPU scheduler, parce que ce qu'on attend aussi, c'est de voir comment ça se comporte à l'intérieur, c'est-à-dire l'autonomie. Quelle architecture de composants aussi, parce que pour faire tourner tout ça, quelle architecture Edge, Cloud Edge, comment on répartit tout ça, et puis toute la partie, c'est vrai que Apple a annoncé 500 milliards, Apple ils parlent très peu, mais ils ont quand même annoncé, en gros, quand on fait le total, près de 500 milliards d'investissements dans leur private cloud computing, donc c'est quand même une somme conséquente, alors sur plusieurs années, hein, mais là aussi on attend de voir un petit peu qu'est-ce qui remonte vers le cloud, qu'est-ce qui va vers l'Edge, qu'est-ce qui reste sur le téléphone, et si ce qui reste sur le téléphone, qu'est-ce que c'est comme architecture derrière tout ça et quelle autonomie ? Encore plein de questions, les amis, et encore plein d'émissions et plein de choses à vous raconter. Merci en tous les cas à tous les trois. Merci Julien. Merci. Julien Villeray, directeur de l'innovation chez EDF. Merci à Frédéric Simotel. On se retrouve demain, Fred, bien évidemment, pour commenter l'actu. On reviendra au modèle traditionnel de Tech & Co, et évidemment toute l'actualité qui ne s'est pas arrêtée ce week-end, qui était très intéressante. Et merci beaucoup aussi à Didier Sens. C'est un plaisir. Pour ton analyse. Voilà, ce Tech & Co, la quotidienne est terminée. Vous avez raté peut-être le début, pas de problème, no stress. Le replay vous attend dans quelques minutes, à la fois en audio, en vidéo. Et puis dès demain matin, vous pourrez retrouver le replay intégral de cette émission sur la chaîne YouTube de BFM Tech. Très belle soirée et à demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.